Bonjour et bienvenue à ce webinaire du CNCH. Aujourd'hui, nous allons parler du congrès de l'ACC. Je remercie tous mes amis qui sont autour de la table pour avoir travaillé durement tout le week-end de 3 jours, ils étaient peut-être au soleil, et ils ont bien révisé, bien revu les présentations pour vous donner les points clés et les messages pratiques pour votre pratique. Donc, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Géraldine Gibaud-Gentil qui est au CH de Versailles. Salut Géraldine. Salut Walid, ça va? Ça va très bien. J'ai avec moi le professeur Gilles Baronne Rochette qui est au CHU de Grenoble et qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Gilles. Bonjour. Et j'ai avec moi également Alexandro Michi qui est au CH de Montluçon, qui est en vacances et qui travaille quand même. Salut Alexandro. Bonjour Walid. Alors, on va essayer de traiter des principales études à retenir de ce congrès. Je vais en premier passer la parole à Géraldine qui va nous présenter les études qui l'ont marqué. Alors, je pense qu'elle va parler d'insuffisance cardiaque et de maladie coronaire et on migrera ainsi au fur et à mesure dans les différents domaines de la cardiologie. Merci Géraldine. Merci Walid. Bonjour à tous. Oui, écoutez, ce fut finalement un week-end un peu studieux. Je vais tout d'abord vous présenter une étude qui s'appelle Flavor Trial, qui consistait à comparer une stratégie de prise en charge d'angioplastie, soit après mesure de FFR, soit après mesure en IVUS. Donc, l'angioplastie était guidée par les résultats de l'angioplastie sur des lésions qui étaient intermédiaires. Donc, il s'agissait de patients stables et sur des lésions intermédiaires. C'est une étude qui est coréenne, il me semble, et qui a comparé donc deux stratégies à 2 ans, de soit angioplastie guidée par FFR, soit angioplastie guidée par IVUS. Géraldine, je pense que tu avais des slides et je pense que tu as oublié de les partager. Ah ben voilà, excuse-moi, merci. Voilà, donc, ça devrait être mieux avec le partage. J'en profite pour dire que nous avons le soutien institutionnel des laboratoires BMS Pfizer pour ce Est-ce que webinaire. vous voyez mon écran? Oui, je vois très bien tes diapos. Merci. On reprend donc Flavor. Écoutez, donc cette étude a permis d'inclure 1700 patients, deux groupes, environ 800 patients qui étaient dans le groupe angioplastique guidée par FFR et 844 autres patients angioplastique guidée par IVUS. Encore une fois, sur des lésions intermédiaires pour lesquelles le seuil retenu pour la FFR était en dessous de 0,80, donc ce qui est nos pratiques habituelles. Et pour l'IVUS, c'était une MLA inférieure ou égale à 3 mm², ce qui est aussi notre pratique habituelle, ou s'il y avait une zone un peu grise, c'est-à-dire une MLA entre 3 et 4 mm², on retenait une surface de plaque supérieure à 70%. Donc, tout à fait nos critères habituels. Il y avait aussi des critères pour optimiser l'angioplastie, c'est-à-dire une FFR qui devait être supérieure à 0,88 en post-angioplastie ou une plaque résiduelle qui devait être inférieure à 55% en post-angioplastie. Donc, ils ont suivi les patients à 2 ans sur un critère de non-infériorité. Cette étude, juste pour information, était soutenue par Boston Scientifique. Donc, en retenant un P non inférieur, aussi bien dans le groupe IVUS que dans le groupe FFR, il n'y avait pas de différence significative. Les seules choses qu'on peut remarquer dans l'étude, à mon sens, qui sont intéressantes, c'est que, et on s'en doutait un petit peu, les patients ayant bénéficié d'une angioplastie guidée par FFR avaient des stents un petit peu plus longs, plus courts, que par IVUS, qui analyse de la plaque peut-être de manière évidemment plus optimale, et un peu plus de stents aussi dans le groupe IVUS que dans le groupe FFR.
les patients étaient plus nombreux dans le groupe IVUS à avoir bénéficié d'une angioplastie par rapport au groupe FFR, c'est-à-dire que comme il s'agissait de lésions intermédiaires, on imagine bien qu'en IVUS, on a souvent l'impression que la lésion est plus importante. Néanmoins, dans le groupe pour lequel on n'a pas retenu l'angioplastie, pas de différence significative entre l'IVUS ou la FFR lorsque on avait décidé d'un traitement médicamenteux. Une petite différence entre FFR et IVUS plutôt en défaveur de la FFR lorsque l'angioplastie avait été retenue, mais pareil, rien de significatif. Voilà pour ce qui est de cette étude très résumée. Hein, c'est vraiment deux slides par étude. Hein, c'était nos consignes. Donc voilà les choses à retenir. Alors, c'est vrai que peut-être que les groupes étaient insuffisants pour montrer une différence entre les deux. Il s'agit de patients stables, de lésions intermédiaires. Donc, tout cela est quand même critiquable. Voilà. Si vous avez des questions sur cette étude-là. En gros, on voulait ne pas faire trop de questions, beaucoup de présentations. Donc, je retiens qu'en gros, les deux méthodes dans cette étude sont assez similaires. Évidemment, je n'ai pas tout repris, mais évidemment, les deux techniques sont très différentes puisqu'on a une technique physiologique et une technique d'imagerie endocoronaire, mais finalement, sur la prise de décision, même s'il y a des différences de nombre de stents, de longueur de stent ou de nombre de stents implantés, au final, voilà, il n'y a pas de différence sur la morbimortalité, quelle que soit la décision prise. Une petite étude qui a le mérite peut-être, en tout cas pour penser à d'autres études qui seraient positives, c'est l'étude Patens trial. Donc, c'est la prévention de l'occlusion radiale après procédure transradiale à l'aide d'injections intraradiales de trinitrine. Donc, l'objectif, c'était d'évaluer la trinitrine intra-artérielle par rapport à un placebo. C'est une étude qui a été quand même randomisée en double aveugle et contrôlée sur 2040 patients, ce qui n'est pas rien. Donc, un groupe avec 0,5 mg de trinitrine en intra-artérielle versus 1020 patients avec placebo et un suivi à 30 jours, l'âge moyen des patients 62 ans, des femmes pour 40% quasiment et des diabétiques, ce qui peut être intéressant parce qu'on sait que les femmes vont plus occlure leur artère radiale après procédure de cathé intra-artérielle. Donc, les résultats, c'est qu'il n'y avait pas de différence entre les deux groupes à 24 heures, avec une occlusion de 2,5% des radiales dans le groupe trinitrine versus 2,3% dans le groupe contrôle. Et à 30 jours, un même taux et on n'atteint pas la significativité. En revanche, il y a un peu moins de spasme et on imagine bien après injection de trinitrine et un peu plus d'hypotension artérielle avec la trinitrine. Dans l'étude, il n'avait, alors c'est un petit reproche qu'on peut faire quand même, d'abord la taille des cathéters, donc c'est du 5F ou du 6F, et utilisation a priori que d'héparine, alors que l'habitude, en tout cas en France, c'est de faire héparine, isotine en intraradial et de compléter parfois par de la trinitrine quand il y a un spasme associé. Voilà, donc pas de différence, ça reste intéressant parce qu'effectivement, on a des taux d'occlusion qui sont variables, mais qui peuvent, à mon avis, être diminués surtout par la durée de la compression radiale, plus que par l'injection de produits vasodilatateurs. Voilà pour ce qui est de cette… Désolé, je vais te poser une question, je ne peux pas résister. Combien de temps tu mets si tu utilises le bracelet là, gonflable, combien de temps tu le laisses? Le TR-band, c'est ça? Voilà. En ambulatoire, on peut retirer au bout de 3 heures. Alors, le TR-band, c'est un petit peu plus cher et ça nécessite une surveillance un peu plus rapprochée qu'un pansement compressif, comme on fait. Nous, on a des petits tampons qu'on utilise avec des bandes et qui a l'avantage, c'est qu'on retire tout à la fin, enfin, au bout des 4 heures de surveillance.
le TR-band, ça nécessite qu'on dégonfle, qu'on surveille et puis qu'on enlève. Mais jusque-là, en fait, en ambulatoire notamment, on laissait les compressifs jusqu'au lendemain. Et c'est quelque chose qu'on va essayer de faire, c'est de retirer le compressif 4 heures après la procédure. Et je pense qu'on aura un taux de thrombose un peu moins important. Ce qu'on a commencé à faire en hospitalisation conventionnelle, mais c'est plus facile puisque le patient reste la nuit, de surveiller si ça ne saigne pas. D'accord, merci. En ambulatoire, on a des surprises. On a des patients qui restent une semaine avec leur pansement malgré les consignes de retrait du pansement. Voilà pour cette étude. Et ben après, je parle d'insuffisance cardiaque. Donc, s'il y a d'autres études qui vous ont interpellé pour ce qui concerne la cardio-interventionnelle. On va peut-être te laisser continuer l'insuffisance cardiaque et après on reviendra à Gilles pour la partie cardiologie. Peut-être plus homogène. Dans l'insuffisance cardiaque, une petite nouveauté dans le cadre du puzzle des études qui ont été menées dans le cadre du traitement d'insuffisance cardiaque à FE ABC. C'est les effets de l'empagliflozine sur les symptômes, la diminution de la qualité de vie dans l'insuffisance cardiaque aiguë. Donc, c'est une sous-étude de Impulse et qui avait pour but vraiment de regarder en fonction du statut clinique et de la qualité de vie l'amélioration des patients ou la non-amélioration des patients. Donc, les patients étaient randomisés. Donc, il y avait 500 patients, évidemment, c'est une étude multicentrique, et traités par empagliflozine à la dose de 10 mg sur des patients qui ont de l'insuffisance cardiaque aiguë à fraction d'éjection ABC. Et il y avait plusieurs scores utilisés, les symptômes, la limitation fonctionnelle et la qualité de vie, ce qui donne un score un peu global de qualité de vie plus statut clinique. Et au bout des 90 jours, voilà, on fait des scores. Ce qui est intéressant, bien sûr, plus on a une fraction d'éjection ABC, plus a priori le score est élevé et plus la qualité de vie, évidemment, diminue. Donc, ils ont regroupé les patients en 3 groupes en fonction à la fois du groupe NYHA, mais du questionnaire de qualité de vie qui est le Kansas City, qui est le questionnaire le plus fréquent, enfin le plus fréquemment utilisé pour évaluer la qualité de vie. Et dans tous les groupes, la qualité de vie était améliorée lorsqu'on comparait l'empagliflozine au placebo, et ça dès le début de la décompensation cardiaque et dès l'aigu en fait. Et quel que soit le groupe et la gravité des symptômes et de la baisse de la qualité de vie. Donc ça reste évidemment fondamental et un argument de plus pour évidemment traiter les patients tôt et par ces thérapeutiques qui ont maintenant qui sont recommandées en première intention. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette sous-étude Impulse à partir de la qualité de vie. Je passe à la suivante, donc l'étude Diamant, qui n'a rien à voir, qui est d'essayer de traiter les patients insuffisants cardiaques par chélateur de potassium. En fait, nous savons que nos patients qui sont traités par minéralocorticoïdes et associés souvent à des IEC, des ARA2 ou du sacubitril vont avoir des risques d'hyperkaliémie. Et en fait, le but, c'était de les traiter systématiquement par le papyromère, qui est le Veltassa, qui est un traitement donc, qui est une résine échangeuse de cations et qui permet de diminuer la kaliémie. Donc, les patients traités par inhibiteurs du système rénine-angiotensine et par minéralocorticoïdes étaient inclus dans cette étude.
avec soit des hyperkaliémies déjà connues, des taux de potassium supérieurs à 5, ou normokaliémiques, mais déjà avec une histoire d'hyperkaliémie. Ils étaient traités par minéralocorticoïdes, voilà, les traitements de base, et puis ensuite le traitement par chélateur a été donné versus placebo, et avec évidemment des bilans sanguins réguliers jusqu'à un follow-up de 3 mois pour vérifier leur kaliémie. Les patients exclus étaient les patients avec une insuffisance rénale sévère, ce qui est quand même discutable puisque c'est sans doute eux qui font le plus d'hyperkaliémie, et les patients qui avaient une tension basse et un épisode aigu. Le but, quand même, je trouve qui est intéressant, c'était de pouvoir se dire, souvent lorsque on découvre une hyperkaliémie, ça nous limite dans l'augmentation des traitements qui sont du coup sous-dosés par rapport aux doses maximales recommandées. Le fait de pouvoir de mettre en systématique des chélateurs de potassium permettrait d'augmenter la dose des traitements utiles au traitement de fond. Donc, au niveau alors le calcul est un peu compliqué pour l'étude statistique, mais en gros, il en ressort qu'effectivement, après ajustement des différentes variables, il s'avère qu'effectivement, de mettre en systématique, évidemment, les chélateurs, ça fait baisser le taux de potassium, mais ça permet surtout une dose maximale tolérée plus importante des minéralocorticoïdes notamment, puisque c'est eux qui vont augmenter la kaliémie. Et en cela, je pense que ça peut nous aider de se dire, voilà, on met en systématique, on utilise le cahier-xalate, mais voilà, pour pouvoir augmenter nos doses efficaces en inhibiteurs du système de rénine-angiotensine et minéralocorticoïdes. C'est clair que c'est des médicaments qu'on n'utilise pas encore, mais qui vont probablement changer la donne parce que ça permettra de. On ne s'en rend pas compte parce qu'on est limité, mais on ne fait pas attention. Donc le jour où on aura les moyens de mieux gérer ce risque-là et de pouvoir donner plus forte dose de nos traitements hyperkaliémiants, ce serait quand même pas mal. Donc je trouve que ça apporte quand même. Les deux dernières études que tu as présentées, on est vraiment dans l'ère du temps d'insuffisance cardiaque, mais c'est une nouvelle thérapeutique. Ben, merci beaucoup, Géraldine, d'avoir travaillé tout le week-end. Et puis, donc, je vais passer la parole au professeur Gilles Baronne-Rochette, qui va parler également de cardiologie interventionnelle, si mon calcul est bon. Et, euh, et puis, je lui passe la parole. Gilles, peut-être que par erreur, j'ai départagé ta présentation. Je relance. Merci. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Merci pour l'invitation. Donc, je vais vous parler de quelques études de cardiologie interventionnelle de syndrome coronaire aigu, de maladie coronaire. Donc, comme d'habitude, l'ACC était très dense. On va essayer de prendre les éléments les plus importants. C'est toujours tout de même des études assez impressionnantes. On va le voir sur les designs. Donc, vous parlez de Complete Trial Quality of Life. Donc, globalement, c'est en fait complète, on sait, ça a été publié dans le New England en 2019, ça a comparé une revascularisation complète chez les patients qui avaient eu un STEMI avec une revascularisation sur des artères significatives qui n'étaient pas culprites face à une stratégie qui laissait les artères finalement comme elles étaient. Donc, ça pouvait être critiqué. On a d'autres données depuis, comme Flora, MI, etc. Mais ici, c'était une étude qui était concentrée uniquement sur donc complete trial avec le même design, une population qui était revascularisée de manière complète ou revascularisée uniquement sur l'artère culprite. Et ensuite, elles étaient finalement analysées sur le Seattle Angina Questionnaire, alors à la baseline à 6 mois et à 3 ans. Ce Seattle Angina Questionnaire, il est vraiment très important parce que en fait, c'est celui qui a été utilisé dans l'ischémia. Et en fait, il faut savoir que ce score de gravité d'angine, qualité de vie, est validé dans plusieurs langues et a surtout plusieurs strates, et on les voit ici,
qui est la fréquence de l'angine, c'est finalement ce qu'on pense intuitivement. Mais il y a d'autres éléments tout à fait intéressants, la limitation physique, la satisfaction de la prise en charge du patient. Donc ça, c'est vraiment un élément très intéressant quand on interroge nos patients. Alors, c'est une licence payante quand vous utilisez ce genre de score, mais c'est vraiment l'élément le plus reconnu, la qualité de la vie, et puis un score résumé. Vous voyez que dans toutes les strates, à 3 ans ou à l'endpoint à 6 mois et 3 ans, on trouve les mêmes choses. Il y a une amélioration nette de la qualité de vie en revascularisant complètement les patients. Autre élément intéressant, c'est que vous savez que l'angine réfractaire, ou du moins l'angor qui est à distance sur le suivi, eh bien, en fait, on a un effet non négligeable sur le long cours sur les gens qui sont libres d'angine de poitrine. Eh bien, si on revascularise complètement les patients, uniquement 31 patients en revascularisant toutes les artères, eh bien, on aura à 3 ans des patients qui n'auront pas d'angine. Ça, c'est tout à fait intéressant. Et autre élément très important de cette étude, qui est un élément important à intégrer dans notre pratique, c'est que l'analyse en sous-groupe montrait que c'était les sténoses à plus de 80%, où là, il n'y avait pas vraiment visuellement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de FFR, les sténoses à plus de 80%, eh bien, avec une revascularisation, un impact sur la qualité de vie tout à fait intéressante. Donc, ne pas hésiter à revasculariser tous vos patients pendant la phase initiale d'hospitalisation, comme le veut maintenant les recommandations. Autre étude intéressante, c'est toute la thématique de la thérapie sur le STEMI et sur l'injury reperfusion. Vous savez que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup, c'est encore un point faible de notre arsenal thérapeutique. Et dans ces possibilités thérapeutiques, il y a tout ce qui concerne le sulfure d'hydrogène, et c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'études animales qui montrent qu'il y a un effet protecteur. Et ici, on va utiliser le sodium thiosulfate, qui est finalement un prédécesseur pour donner du sulfure d'hydrogène par différents mécanismes réactionnels au niveau de l'organisme. Et ces propriétés sont assez bénéfiques, anti-apoptosiques, antioxydantes, anti-inflammatoires, protection au niveau de la mitochondrie, vasculaire aussi. Et donc, c'est une étude à preuve de concept. Alors, pourquoi pas utiliser directement le sulfure d'hydrogène? Eh bien, en fait, c'est au niveau de la voie d'injection. On peut utiliser du gaz, de l'eau hyperoxygénée, avec de l'hydrogène, mais le problème, c'est qu'il faut ingérer une grande quantité d'eau. Donc, au final, dans cette étude qui s'appelle GIPS-IV, on utilise une preuve de concept avec une étude randomisée de phase 2, où on va donc regarder la taille de l'infarctus en IRM. Et c'est quand même 380 patients avec beaucoup de screening fêlure. C'est assez impressionnant quand on voit l'étude. On va voir que les résultats sont moins impressionnants. Avec un design où on injecte donc ce fameux sodium thiosulfate est injectable IV. Et donc, il est injecté avant la PCI et 6 heures après. Et on va utiliser un endpoint qui est l'IRM à 4 mois. Vous savez que l'IRM cardiaque à 1 mois permet de faire la taille d'infarctus et qu'après, ça ne bouge plus. Donc, c'est un endpoint très reconnu dans la littérature. C'est ce qui a été utilisé. Malheureusement, quand on utilise donc l'infart size avec l'IRM classique, eh bien, il n'y a pas de différence significative. Et les critères secondaires aussi ne bougeaient pas. Donc, ce qu'on peut conclure, c'était que l'injection de cette molécule, ce sodium thiosulfate, était safe, mais par contre, n'avait pas d'action. Ce qui ne remet pas en cause toute la littérature sur le sulfure d'hydrogène et toutes les propriétés cardioprotectives de l'hydrogène. Et donc, ça montre toute la difficulté à avoir quelque chose qui est injectable correctement pendant une phase d'infarctus, que ce ne soit pas du gaz. Si c'est du gaz, il faut protéger en atmosphère où il peut y avoir un feu et une explosion. Enfin, tous ces éléments-là sont à prendre en considération. Et donc, c'est une voie de recherche très, très, très intéressante, mais pour l'instant, c'est un échec avec cette forme-là. Autre étude intéressante qui est publiée en même temps dans le Lancet, c'est Protect Trial. Alors, personnellement, je ne connaissais pas. C'est plutôt de l'anesthésie. En fait, l'hypothèse, c'est qu'un patient qui va être à 35 degrés, 36 degrés, qui est normalement la température de routine pour les chirurgies non cardiaques assez lourdes, eh bien, il y a plusieurs études, plusieurs éléments de la littérature qui montrent que ça augmente le risque de myocarde injury, donc de problèmes cardiovasculaires, d'infarctus, de mort et d'infection. Et donc, c'est le design de cette étude avec un impressionnant calcul de population qui donc permet d'inclure 556 patients qui vont être randomisés. Ce sont des patients qui ont une chirurgie majeure
celluloscopie. Enfin, globalement, c'est une chirurgie lourde, abdominale, notamment, particulièrement abdominale, non cardiaque, qui dure plus de 2 heures chez des patients plus de 45 ans qui avaient un facteur de risque aussi. Et donc, on compare une stratégie où finalement le patient est à 35,5 degrés, ce qui apparemment est la température classique au bloc opératoire. Et par contre, de l'autre côté, on va essayer de toujours maintenir la température, on va dire à la température normale, 37 degrés, avec des fluides, avec des couvertures, avant et après le post-opératoire. Le composite endpoint était la myocarde injury, donc c'est-à-dire l'augmentation des trophos de manière significative. Donc c'est quand même cela, on pouvait se dire ça peut bouger. La mort cardiaque et la mort toute cause, pardon, et l'arrêt cardiaque, et tout cela à 30 jours. Eh bien, quand on regarde l'endpoint et les différents éléments, et même finalement la modification de troponine pendant cette intervention longue, eh bien, il n'y a pas de différence significative. Il n'y avait non plus pas de différence sur les réhospitalisations, les transfusions ou les infections. Donc finalement, une étude négative, mais avec une inclusion d'énormément de patients, avec un concept finalement qui est battu en brèche dans cette étude qui était bien designée pour répondre à la question, ce qui explique probablement sa publication dans le Lancet. Alors ensuite, il y a Pacman AIMI. Alors c'est une très belle étude qui est là, qui va tous nous parler pour les cardiologues interventionnels. L'idée, c'est de regarder que fait l'alurocumab, donc un anti-PCSK9, un anticorps monoclonal qui agit pour faire baisser fortement les LDL chez nos patients. On a bien sûr nos études, notamment Odyssée, qui montrent la diminution des événements quand on attaque fort le LDL. Et là, le concept était de voir qu'est-ce que ça faisait sur des marqueurs de plaques, et notamment la charge athérothrombotique en IVUS, la quantification de plaques avec un corps lipidique très important, donc plaque instable avec la NIR, et l'épaisseur de la chape fibreuse en OCT. Donc, ce qui était très beau dans cette étude, qui est publiée dans le JACC Imaging, c'est que c'était déjà des stémies et de non-stémies, que les patients avaient à la baseline une évaluation multimodale invasive, ce qui n'est pas rien quand on sait déjà la difficulté d'inclure ces patients et de réaliser ce type d'imagerie. Les patients étaient ensuite randomisés pour avoir une statine plus l'alirocumab ou le placebo et la statine habituelle. Mais vous voyez que c'est une randomisation précoce, moins de 24 heures après la PCI. Donc on tapait très fort, 300 patients inclus, avec des taux de LDL. Il ne fallait pas que ça soit déjà très bas, il fallait ou qu'ils soient sous statine ou pas, mais qu'ils aient des taux assez hauts, on va dire. Et ensuite, ce qui est encore très impressionnant, c'est qu'à 52 semaines, nouvelle coronarographie avec réévaluation multi-imagerie invasive. Donc assez impressionnant pour démontrer de manière assez précise, ce qu'on se doute avec beaucoup de littérature qui montre que cette charge athérothrombotique, cette quantification de plaques par invasif ou non invasif, là c'est invasif, donc c'est encore, on va dire, mieux. On voit d'abord que le LDL chute de manière drastique, de manière plus importante. Vous voyez, on est à peu près à 0,23 grammes par litre de cholestérol, alors que sur statine seule, on est à 0,7. Donc vous voyez, effectivement, c'est ce qu'on retrouvait dans l'étude Odyssée, on a des taux de LDL beaucoup plus bas, mais finalement, eh bien, on est bien en deçà de 0,55, et on voit que c'est très bon. Pourquoi ? Parce que sur tous les critères intermédiaires, et le critère primaire était la charge en athérosclérose, le volume athérosclérotique en IVUS, eh bien, on voit que ce critère primaire est atteint, mais aussi la diminution significative de, on va dire, la plaque avec un corps lipidique très volumineux, avec une diminution du NIR, et ensuite la chape fibreuse qui augmente. Et donc, tout est démontré que finalement, la chute du LDL très précocement stabilise les plaques et est probablement un des mécanismes de diminution des événements par la suite. Et ça peut être donc un marqueur d'efficacité thérapeutique assez intéressant pour certains patients, mais pour d'autres, autant regarder le LDL qui diminue. Ensuite, une autre sur le citrimab. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un anticorps. En fait, c'est une voie de recherche qui se développe. Et il y a des études designées sur des endpoints cliniques. Là, je vais vous présenter quelque chose sur des endpoints non cliniques, mais qui s'intéressent à des patients plutôt âgés. L'idée, c'est que le ticagrelor, quand vous l'injectez, en fait, il va bloquer le récepteur P2Y12. Et de ce fait, vous avez les plaquettes qui ne peuvent plus s'activer et avec l'ADP.
Là, l'idée générale, c'est d'avoir une réversibilité rapide grâce à un anticorps monoclonal qui va aller sur le ticagrelor. Et vous voyez sur cette petite photo, on voit que les anticorps se bloquent sur la molécule du ticagrelor et du coup, il ne se, peut plus aller sur le récepteur, il n'est plus capable de se lier de manière spécifique et sensible. Et du coup, l'effet du ticagrelor disparaît. Et du coup, l'idée était de regarder sur une phase 2B, donc ce qui veut dire une phase, on va dire, de stimulation, qui permet de voir finalement l'efficacité, mais qui n'a pas d'effet sur les endpoints et qui est sur des volontaires. Donc, on a pris plutôt des patients de 50 à 80 ans qui avaient donc pris de l'aspirine plus du ticagrelor et on va leur injecter le benztrazepam face au placebo et on va regarder qu'est-ce qui se passe sur le premier endpoint. C'était le Verify Now, PRU, donc c'est finalement l'anti-agrégabilité par le Verify Now. Et vous voyez que ça marche très bien. On a bien une diminution de l'agrégabilité quand on injecte l'anticorps. Finalement, le ticagrelor n'agit plus et que cet effet est assez long, puisqu'on voit que là, donc l'endpoint, c'était à 4 heures. Et on voit que jusqu'à 24 heures, il y a encore un effet. Et à 4 heures, il y avait bien une diminution de l'agrégabilité plaquettaire. Autre élément intéressant, c'est qu'il n'y avait pas d'effet, il y avait un peu plus de nausées, mais pas d'effet grave ou d'effet thrombotique surtout sur cette molécule. Donc, une étude qui s'appelle clinique est en cours et donc on a impatient d'avoir cela pour avoir une réversibilité sur certains patients effectivement qui peuvent être dans l'année encore après le SCA et qui vont présenter une hémorragie où on veut réverser ou alors en salle de cathé réverser de manière par la suite. On finit par une étude qui est assez intéressante mais qui est pas tout à fait. Enfin, vous allez voir, elle est publiée dans le JACC Imaging. Je vous ai montré quelques proofs dans la publication, dans les slides. Alors, c'est une étude qui s'intéresse à voir si le diltiazem a un effet correct quand on va prendre en charge des patients avec ce qu'on appelle les ANOCA, c'est-à-dire des patients qui sont angineux mais qui n'ont pas de maladie obstructive coronarienne. Alors, c'est toute la thématique des INOCA, ANOCA, avec la mesure de la microcirculation et de l'évaluation fonctionnelle coronarienne. Donc, vous savez que c'est un sujet qui m'est cher. C'est une étude donc, qui inclut 126 patients avec des ANOCA, c'est-à-dire qui n'ont pas de sténose coronaire significative, avec une FFR significative ou une sténose à plus de 70% sur les gros troncs. Et on va faire une analyse assez dense, vous allez le voir, je vais le décrire tout à l'heure, entre la microcirculation, on va dire une exploration complète de la vascularisation coronaire, et on va randomiser les patients avec du diltiazem ou pas, et on va les réévaluer à 6 semaines. Et le primary endpoint, c'est de voir si finalement mettre le traitement, mais qui est donc le diltiazem seul, en sus du traitement que le patient avait avant, c'est-à-dire une normalisation de ces anomalies au niveau des endotypes de son exploration vasculaire et ne pas l'apparition d'un nouveau endotype. Alors, quand on regarde, en fait, finalement, ça c'est les proofs du JACC qui met ce qu'ils ont fait. En fait, ils font tout quand même. Donc, ils font le fameux algorithme qui est maintenant validé par le papier d'experts, le consensus d'experts européens de cardiologie interventionnelle qui dit qu'il faut faire les tests à l'acétycholine et utiliser la mesure de la microcirculation par l'IMR quand les patients n'ont pas de sténose coronaire et sont symptomatiques. Et c'est ce qu'ils font. Ils utilisent l'acétycholine pour dépister le vasospasme épicardique ou microvasculaire et ils regardent la microcirculation avec les définitions classiques, avec la CFR inférieure à 2 ou l'IMR supérieur à 25. Et puis, en fonction de ça, ils mettent le diltiazem ou non. Et finalement, ça montre que ça ne marche pas. Mais c'est assez logique parce que, en fait, finalement, les recommandations ne disent pas tout à fait ça. Normalement, on fait un traitement à la carte et le traitement de la microcirculation, donc l'IMR anormal, c'est plutôt beaucoup de bêta-bloquants et d'autres anti-ischémiques et pas d'inhibiteurs calciques. Et donc, du coup, quand on regarde le papier, parce que le papier est disponible, eh bien, en fait, c'était pour tout le monde du diltiazem. Donc, ça ne marche pas, mais ce n'est pas tout à fait du tout, on va dire, le même design que Cormica. Regardez si la stratégie de faire toutes ces évaluations fonctionnelles avec
un traitement dédié. Ensuite, derrière, les recommandations disent bien que c'est un traitement dédié. Ce n'est pas le même entre le patient vasospastique microvasculaire ou macrovasculaire et le patient qui est microcirculatoire. Donc ici, on n'a pas de différence. On n'avait pas de différence non plus sur la qualité de vie, et puis on avait une différence sur le vasospasme. Donc sur le vasospasme épicardique, mettre des inhibiteurs calciques, ça marche effectivement. Donc c'est vrai que ça vaut le coup de faire l'étude, de montrer ces données, parce qu'il y a beaucoup de patients, et surtout ils ont été très bien explorés initialement et 6 semaines après, c'est pas rien. Mais par contre, on aurait aimé peut-être un design un peu plus particulier sur les médicaments choisis en fonction de l'endotype trouvé. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Gilles. C'était dense, mais très intéressant. Je pense qu'il y a effectivement des données qui vont changer la pratique. Et moi, j'ai trouvé intéressant l'étude avec les anti-PCSK9, tout ce qui va réduire le cholestérol chez les patients coronariens. Je trouve ça, de toute façon, passionnant. Et merci encore. Je vais passer la parole à Alexandrou, qui va poursuivre cette odyssée des études. J'espère que vous tenez le coup. C'est assez dense, mais on essaie de vous résumer sur moins d'une heure, 3 jours de congrès, ce qui n'est pas évident. Merci Alexandre. Merci beaucoup Walid. Je vais attaquer rapidement. Alors, juste quelques mots concernant l'étude FAME3, donc FFR dans la maladie coronarienne tritronculaire. L'objectif de l'essai, comme vous le savez, était de démontrer la non-infériorité de l'intervention coronarienne percutanée guidée par FFR par rapport au pontage orthocoronarien chez les patients atteints d'une maladie à 3 vaisseaux. Et donc, les patients, bien sûr, ont été randomisés pour recevoir une angioplastie guidée par FFR, soit pontage. Tous les lésions FFR inférieures à 0,8 ont été stentées avec des DES de la génération actuelle. On se rappelle que les études antérieures ont utilisé des DES de stent nu, au stent nu ou DES de première génération. Et donc, bien évidemment, tous les patients ont été préchargés avec une DAPT statine à haute dose. Et donc, la DAPT a été poursuivie pour au moins 6 mois. Alors, ce qu'ils ont présenté à l'ACC, c'est une analyse de la qualité de vie. Et donc, en effet, ils ont trouvé que chez ce type de patient, la qualité de vie à 12 mois est similaire entre le bras FFR PCI avec des stents de ce qu'on utilise actuellement versus le PAC. Et donc, ils ont montré que les patients dans le bras angioplastie ont eu une meilleure qualité de vie par rapport aux patients qui ont eu le pontage. Et bien sûr, ils ont détecté le fait que les patients de moins de 65 ans ont eu un meilleur statut ou un working status meilleur que les autres. L'angine de poitrine évaluée par le questionnaire ACCS a été réduite dans les deux groupes, mais il n'y avait pas beaucoup de différence à 12 mois. Je passerai tout de suite au structurel. Alors, ce qu'ils ont présenté à l'ACC, c'était 2 études sur le structurel, notamment ADAPT TAVR, notamment les patients atteints d'une sténose aortique sévère à l'issue chirurgicale intermédiaire ou élevée, présentaient significativement moins de détérioration structurelle de la valve aortique avec le remplacement percutané par rapport au remplacement chirurgical après 5 ans, sur la base des informations des essais Corval, US pivotal et Surtavi. Ça a été présenté le 4 avril. Alors, vous lisez également ce que je vois également sur mon écran parce que c'est mieux de prendre des notes. Les chercheurs ont analysé presque 1100 patients. Et donc, le suivi a été fait bien évidemment par échographie cardiaque. Les résultats ont relevé que 2,57% des patients traités par remplacement valvulaire percutané avaient une détérioration structurelle de la valve à 5 ans versus 4,38 traités par rapport à ceux qui ont traité par la chirurgie.
Et donc, cette différence de détérioration structurelle de la valve était plus profonde chez les patients avec des anneaux plus petits et chez les patients avec des anneaux plus grands, notamment plus petits, moins de 23 mm et plus grands, plus de 23 mm. Et donc, les patients des deux groupes qui ont développé une détérioration structurelle de la valve présentaient un risque d'environ 50% plus élevé de mortalité de toutes causes confondues, hospitalisation pour maladie valvulaire ou aggravation d'insuffisance cardiaque à 5 ans, ce que les chercheurs ont déclaré. Donc, bien évidemment, ça c'est, on voit très bien les conclusions. Dans d'autres résultats, l'analyse prédictive multivariée a relevé un risque plus élevé de développer une déstructuration de la valve chez les patients ayant une surface corporelle plus élevée, un risque plus faible de déstructuration de la valve chez les hommes. Et à 5 ans, la valve qui a été implantée par percutanée présente donc moins de détérioration structurelle que celle insérée chirurgicalement. On passe à l'étude de CLASP-TR, donc la réparation valvulaire tricuspidienne par voie de cathéter avec le système Pascal a démontré des réductions significatives de la régurgitation tricuspidienne et une amélioration de la qualité de vie à 1 an. Cela a été évalué sur la base de résultats de l'étude de CLASP-TR présentée le 4 avril à l'ACC. Et donc, c'est une étude prospective multicentrique. Le critère d'évaluation principal était le composite d'événements un des majeurs à 30 jours avec un suivi à 6 mois. Alors, il n'y avait pas beaucoup de patients, notamment 65 patients inclus pour cette étude plutôt expérimentelle, je dirais. Donc, les patients, la plupart, ils avaient une régurgitation tricuspide massive ou torrentielle, malgré un traitement optimal par des diurétiques. Bien évidemment, puisqu'ils ont été traités par un dispositif percutané, la plupart avaient des problèmes de santé et donc ils faisaient des mauvais candidats de la chirurgie, notamment ils avaient de la fibrillation auriculaire, maladie du foie ou des reins ou de l'hypertension pulmonaire. Et donc les résultats parmi les patients parmi tous ces patients à 1 an, les chercheurs ont mis en évidence que 10,8% des patients sont décédés, 18% des patients ont été hospitalisés pour insuffisance cardiaque et 16% des patients ont subi un événement, un désastre majeur. Alors, bien évidemment, il y avait des améliorations significatives qui ont été observées concernant la gravité de l'insuffisance cardiaque, le test de marche de 6 minutes et la qualité de vie rapportée par les patients. Et les chercheurs ont noté que les taux de survie et d'absence d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque étaient de 88% versus 79% à 1 an, ce qui fait de ce dispositif, ce qui fait de cette étude une étude plutôt positive à réévaluer sur un autre échelon de malades. On passe aux actualités d'hypertension, notamment l'étude Spiral-Einstein-OnMed qui a montré que la dénervation rénale était supérieure au contrôle, au bras contrôle pour améliorer la pression artérielle. Alors, les patients dont la pression artérielle n'était pas contrôlée sous traitement médical antihypertenseur, notamment ils ont jugé un traitement médical antihypertenseur optimal entre 2 et 3 antihypertensives. Donc, ce type de patients ont été randomisés pour recevoir une dénervation rénale par rapport à un contrôle, par rapport à un bras contrôle. Et donc, dans le groupe contrôle, les patients ont subi une angiographie rénale et sont restés sur table pendant plus de 20 minutes, mais il n'y avait pas d'énervation, il n'y avait pas de dispositif qui a été utilisé. La dénervation rénale a été réalisée en spirale dans 4 cadrans, l'artère rénale et les vaisseaux ramifiés de 3 à 8 mm de diamètre avec le cathéter de dénervation Simplicity Spiral ou Simplicity G3 que vous avez ici.
Vous allez avoir les slides pour ceux qui veulent consulter le résumé. Donc, il y avait un total de 80 patients inscrits pour une durée de suivi de 6 mois. Je passe aux résultats. Donc, chez les patients souffrant d'hypertension non contrôlée sous médication pour hypertension, CTC montre l'efficacité de la dénervation sympathique rénale par rapport au groupe contrôle. La dénervation rénale était associée à une réduction d'environ 7 mmHg de la pression artérielle systolique sur 24 heures à 6 mois et à une réduction de 10 mmHg à 36 mois. Il n'y avait aucun événement indésirable majeur lié à cette stratégie. Et donc, c'est une étude positive. Voilà les résultats. L'étude CHAP, alors cette étude concerne le traitement de l'hypertension chronique légère pendant la grossesse. Et donc, cette hypertension chronique légère liée à la grossesse est associée à un meilleur outcome ou des résultats meilleurs si elle est traitée par rapport aux femmes qui ne sont pas traitées. Donc, c'est un essai ouvert, randomisé et contrôlé qui a recruté environ 2400 femmes atteintes d'hypertension chronique légère connue, notamment la définition était une hypertension inférieure à 160 de systolique et inférieure à 110 de diastolique, qui était à moins de 23 semaines de grossesse dans 61 sites. Voilà, et donc au total, 1200 femmes enceintes ont reçu un traitement avec un médicament anti-hypertenseur de première intention avec un objectif de pression artérielle inférieur à 14/9 et 1200 autres femmes n'ont reçu un traitement à moins que la pression artérielle ne devienne plus sévère, notamment plus de 160 sur 105 mmHg. Ce qui on fait d'habitude aujourd'hui. Alors les résultats, il y a un taux significativement plus faible. Donc, les chercheurs ont constaté des taux significativement plus faibles critères de jugement principaux. Notamment, les critères de jugement principaux étaient un composite de prééclampsie avec des caractéristiques graves, d'accouchement prématuré de moins de 35 semaines, de décollement et de mort néonatale chez les femmes enceintes qui ont reçu un traitement. Notamment, donc ce taux d'événement était à 30,2% pour le groupe qui a été traité versus 37% pour les femmes qui n'ont pas reçu de traitement. Et donc, on voit bien qu'il y a une tendance et un bénéfice pour les femmes qui ont été traitées pour cette hypertension chronique intermédiaire. On passe sur la prévention et donc on a l'étude SuperWin qui est une étude assez innovative par le fait que la FDA a imposé comme objectif de mieux articuler ses politiques de santé avec les supermarchés, notamment. Donc, ils ont fait un essai en collaboration avec une chaîne de supermarchés. Et donc, cette étude a montré qu'une intervention diététique améliore les choix alimentaires sains, amélioration notamment du score DASH. Ils ont utilisé ce score DASH qui est l'abréviation de Dietary Approaches to Stop Hypertension. L'objectif de l'essai était d'évaluer l'intervention diététique par rapport au contrôle chez les patients de soins primaires qui font leurs courses au supermarché. Notamment, ces patients ont reçu une formation sur les aliments qui sont moins dangereux pour leur santé et surtout pour les aliments qui diminuent surtout la tension. Donc, il y avait le premier groupe qui consistait dans 6 sessions de formation à l'achat guidé
par des données donc, dans les allées. Le groupe 2 consistait des gens qui ont eu les mêmes 6 sessions, plus une introduction et une formation par par exemple, pour les achats en ligne. Et il y avait environ 260 inscrits. Et donc, comme résultat, l'interprétation est la suivante. Donc, parmi les patients qui ont au moins un facteur de risque cardiovasculaire, ce qu'ils appellent les patients de soins primaires, une intervention diététique a été bénéfique. L'intervention diététique au sein de supermarché a augmenté l'achat d'aliments sains et amélioré le score DASH. Cependant, l'amélioration de score DASH n'a pas été maintenue à 6 mois et donc malheureusement la tension artérielle n'a pas été améliorée par l'intervention diététique, pas pour l'instant. Probablement un suivi de plus de 6 mois est nécessaire. On passe à l'étude Translate TIMI 70. Alors ici, le vupanorsen, une oligonucléotide antisensibilant à l'angiopoïétine de type 3, a réduit le non-HDL cholestérol jusqu'à 28% chez les patients qui prenaient déjà des statines. Et donc, cette étude a été présentée le 3 avril à l'ACC. Vous avez sur ce slide un petit background de cette molécule. Et plus haut, vous avez le design de ce trial Translate TIMI. Alors, ils ont utilisé donc cette molécule pour ce type de patient. L'étude atteint son objectif principal, donc les personnes désignées au groupe vupanorsen. Et je fais une parenthèse, il y avait plusieurs dosages de ce médicament. Donc, les patients qui ont été traités par ce médicament ont eu en moyenne une réduction significative à 24 semaines de cholestérol non HDL. Également, les mêmes patients qui ont pris le même médicament, c'est un médicament qui se fait en subcutané, soit tous les 2 semaines, soit une fois par mois. Donc, ce type de patient présentait également une réduction du taux de triglycérides et des modestes réductions de LDL cholestérol et de l'ApoB. Et donc, ils ont conclu que le vupanorsen a réduit le cholestérol non HDL à toutes les doses étudiées de manière statistiquement significative et a réduit de moitié les taux de triglycérides. Bien sûr, la question qui se pose, si tout ça peut se traduire par une réduction du risque cardiovasculaire cliniquement, donc dans la clinique, et bien évidemment sur la mortalité. Voilà un peu. Merci beaucoup. Désolé pour le retard. Non, mais c'est hyper dense et on est parti sur ce format différent des formats habituels, qui est celui un peu d'un marathon des études sur une courte période. Voilà. Donc, alors moi, j'ai le plaisir de finir. Donc, je vais partager avec vous les quelques items clés en rythmo, sachant que l'ACC n'est pas traditionnellement un congrès de rythmo. Il y a eu ERA en même temps. Donc, je pense qu'on fera un webinaire spécial. Il va y avoir HRS au mois de mai. Je pense qu'on fera un webinaire spécial, peut-être en combinant les deux. Alors, en rythmo, il y a une étude. Alors, ça, on s'intéresse beaucoup aux moniteurs cardiaques implantables, c'est les fameux Holter implantables qui sont de petite taille. Ça, c'est une étude qui a été faite avec un de ces moniteurs qui s'appelle Biomonitor 3. Okay. Et ils se sont intéressés ici à des patients qui sont en post-infarctus, mais qui n'ont pas de dysfonction ventriculaire gauche, donc ils n'ont pas l'indication à la pose d'un défibrillateur ou ultérieurement à la pose d'un défibrillateur. Alors, ils prennent ces patients-là qui avaient des Schatzvask élevés, supérieurs ou égal à 4, qui n'avaient pas d'indication de pacemaker, de défibrillateur, qui n'avaient pas de FA connu. Ils les randomisaient, un groupe, ils leur mettaient le moniteur cardiaque implantable, c'est le biomonitor, et un groupe, ils les suivaient en standard. Et leur critère primaire de jugement, c'est un critère combiné d'événements cardiovasculaires qui comprend la mortalité cardiovasculaire et les hospitalisations pour arythmie, SCA, insuffisance cardiaque, AVC, embolie systémique, hémorragie majeure. Et puis, en critères secondaires, ils sont également intéressés aux arythmies en général.
Alors, vous voyez que dans le groupe moniteur, première information sur la gauche, vous voyez qu'il y a quand même 40% des sujets finissent par avoir un anticoagulant oral, 20% finissent par avoir un pacemaker, 20% ont une diminution de leur dose de bêta-bloquant, parce qu'ils ont un post-infarctus, 10% ont eu des antiarythmiques, 10% ont eu une augmentation des bêta-bloquants, 5% ont eu un défibrillateur. La fraction d'éjection moyenne était autour de 50% pour l'information dans cette étude. Deuxièmement, information intéressante, le moniteur cardiaque implantable diagnostique plus d'arythmies. Vous voyez sur la droite, les arythmies, là, il y avait un suivi à 2 ans, et vous voyez qu'il y avait plus d'arythmies diagnostiquées par le moniteur cardiaque implantable. Alors, pour information, cette étude a été interrompue précocement, pas pour un bénéfice, mais parce qu'il y avait plus d'événements non cardiovasculaires dans le groupe moniteur cardiaque implantable. Il y a probablement un biais de recrutement, peut-être un biais de surveillance de ces patients, qui fait qu'on retrouve beaucoup d'événements extracardiaques. Alors, le critère primaire de jugement est négatif, malgré le fait qu'on détectait plus d'arythmies. Il n'a pas été retrouvé de réduction des événements cardiovasculaires dans le groupe moniteur cardiaque implantable. Alors, quand même un tout petit espoir, c'est qu'en fait, dans cette étude, vous voyez en bas à gauche, les patients qui ont un non-stémie ont un taux d'événement cardiaque plus important que les patients avec stémie. Et là, je vous ai zoomé la partie avec le critère primaire dans le groupe non-stémie et dans le groupe stémie. Vous voyez à droite, dans le groupe non-stémie, c'était significatif, mais vous voyez que là aussi, c'est un critère secondaire sur un critère primaire qui est négatif. Stricto sensu, on ne peut rien dire. Donc bon, ça donne une idée, mais je pense qu'on n'est pas encore au point de mettre des moniteurs cardiaques implantables sans raison particulière, notamment post-infarctus pour le moment. Deuxième étude, je quitte les moniteurs cardiaques implantables, je vais à l'occlusion de l'auricule. Ça s'intéresse beaucoup à l'occlusion de l'auricule, puisque finalement, c'est une indication de grade 2 dans les recommandations ESC sur la fibrillation atriale, mais c'est une procédure interventionnelle et que l'une des problématiques, c'est finalement, est-ce que cette occlusion, est-ce qu'il y a des fuites résiduelles, est-ce que l'occlusion est complète ou pas? Et là, dans ce LAAO Registry, c'est un large registre américain qui a plus de 50 000 patients. Vous voyez, donc c'est quand même, je pense, quasiment le plus gros registre que je connaisse sur l'occlusion de l'auricule. Alors, pour info, on avait des données d'autres études et d'autres registres sur finalement la présence ou pas d'occlusion incomplète, et ce taux d'occlusion incomplète était variable, mais était souvent entre environ 10 et 15%. Alors, dans cette étude, vous voyez que dans la vie réelle, il y a 75% des sujets qui ont une occlusion complète, donc c'est parfait. Et puis, il y a un bon tiers, 25%, un bon quart, qui ont une fuite, mais moins de 5 mm à l'ETO, parce qu'ils avaient tous une ETO de contrôle. Et puis, il y avait une très, très faible proportion, très peu de sujets, moins de 1%, qui avaient une occlusion qui était incomplète, et il restait de larges leaks de plus de 5 mm. Leurs critères primaires de jugement, c'était des critères finalement emboliques, AVC embolie systémique, AIT, et les critères secondaires, c'était les événements hémorragiques. Alors, là aussi, je vous ai résumé sur cette slide les principales données. Vous voyez que finalement, si on s'intéresse en bas à gauche aux critères primaires de jugement sur les AVC, vous voyez que le fait d'avoir, même si finalement, vous voyez, les courbes sont très, très rapprochées, mais comme on a 50 000 patients, on arrive à tirer des différences significatives. Vous voyez, il y a plus d'événements ischémiques chez les patients qui avaient une occlusion incomplète faible. Pour les occlusions qui étaient plus importantes, c'était pas démontré parce qu'il y avait peu de patients, peu d'événements. Deuxièmement, vous voyez en haut à droite, c'est l'autre critère majeur évalué, qui est le critère secondaire principal, qui est les hémorragies majeures. Vous voyez qu'il y avait également plus d'événements hémorragiques dans le groupe avec occlusion incomplète faible versus non-occlusion. Alors, pour info, il n'y avait pas de différence significative entre le groupe fuite faible et fuite importante. Voilà, mais sachant que le groupe avec les larges inocclusions, il y a peu de patients et donc on ne peut pas trop en tirer d'événements.
OK, next. Donc, en gros, voilà, finalement, cette étude donne quand même des informations. Elle montre que finalement, la plupart du temps, l'occlusion est bonne. Dans 75%, elle est complète. Dans 25%, il y a vraiment des très petites incongruités qui persistent. Et finalement, cela est associé à un taux 10-15% d'augmentation du risque d'événements emboliques et hémorragiques, sachant que, bien sûr, c'est une étude observationnelle, sachant que l'imagerie n'était pas, à 45 jours, n'était pas en routinière chez tout le monde, sachant qu'on était ici juste avec la première génération d'un des devices qui est le Watchman, etc., et que c'était une étude dont le suivi était limité à 1 an, mais c'est quand même un élément important. Alors ça, c'est mon coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est l'étude Pacifique. Alors, vous savez, on a qui sont plus nouveaux, nos anticoagulants redirects qu'on adore, qu'on utilise dans la fibrillation atriale, qu'on utilise dans l'embolie pulmonaire. Et puis, vous avez adoré les AOD, vous avez adoré l'avenir, encore plus. C'est qu'on a d'autres molécules qui sont en cours de développement. Ici, c'est une étude de phase 2 et avec un anticoagulant, un anti-11, l'asundexian, mais je pense qu'au fur et à mesure, j'arriverai bien à retenir son nom, et qui a un anti-11. Alors là, on n'est pas encore dans les études de phase 3, mais on est vraiment dans les études de détermination de dose. Il y a plusieurs bras de cette étude Pacifique. Il y a la fibrillation atriale, il y a l'AVC non cardio-embolique, il y aura l'infarctus. Alors, ce qui est intéressant, c'est le concept, c'est de dire que finalement, dans le cas, bien sûr, sans anticoagulant, vous pouvez à la fois former des caillots et à la fois vous avez votre coagulation est active et vous pouvez arrêter un saignement. Le problème, c'est que quand on donnait nos anticoagulants oraux, bien sûr, on lutte contre les thrombus. Mais l'inconvénient en bas à gauche, c'est que s'il y a un saignement, vous pouvez avoir un saignement. Et donc, l'idée, c'était, est-ce qu'on donne un mécanisme différent d'agir sur le facteur 10, puisque finalement, le facteur 10 jouait aussi sur ces caillots qui empêchaient le saignement. Et l'idée du facteur 11, d'inhiber le facteur 11, serait qu'on agirait plus sur le thrombus et qu'on générait moins la voie des facteurs tissulaires et donc l'activation de la thrombine qui bloquerait les saignements lorsqu'il y a un saignement et les caillots pourraient se former. Concept intéressant, et donc c'est pour ça que l'étude va s'intéresser ici au risque de saignement et ses critères primaires de jugement. Alors, c'est une étude de dose. Donc, ils évaluent 2 doses de l'asundexian à 50 mg chez 250 patients, à 20 mg chez 250 autres, versus apixaban. Alors là, on les suit à 12 semaines. Et puis après, il y avait une période d'observation pendant 2 semaines et c'est vraiment une étude de détermination de dose. Et le critère primaire de safety, c'est les hémorragies selon le critère ISTH, majeur ou non majeur. Et puis, ils sont intéressés à l'inhibition du facteur 11 et également à d'autres facteurs d'efficacité. Alors, la population moyenne, vous voyez, c'est une population en moyenne d'environ 73-74 ans. Et il y a 30% de coronariens, 30% de diabétiques, 30% d'insuffisants rénaux, avec un CHA2-VASc, vous voyez, qui est très, très faible, plus faible que ceux de nos études randomisées, qui est à moins de 2 et là, proche de 1 finalement, 1,5 de moyenne. Et sur le critère en haut, à droite, en haut, vous voyez, sur le critère de safety, vous voyez, sur la droite, vous avez des colonnes avec l'apixaban, et puis sur les autres colonnes, vous avez l'asundexian. Vous voyez qu'il y a eu une diminution significative des hémorragies sur le critère ISTH avec l'anti-11. Donc, c'est publié, vous voyez, en même temps, hein, vous voyez, la publication, elle est là. Donc, vous voyez, en gros, c'est un nouveau facteur qu'on est impatient de voir arriver, un nouveau anticoagulant qui pourra avoir un intérêt puisque non seulement on attend les données d'efficacité, mais les données de tolérance, vous voyez qu'on voit déjà qu'il y a une tolérance meilleure qu'un anti-10 et bien sûr, on attend l'étude de phase 3. Voilà, on attend avec impatience. Alors là, je tombe bien, je suis à la fin, hein, je vous ai tenu plus d'une heure. Et la dernière étude que je vais présenter, ce n'est pas une étude d'anticoagulation, ce n'est pas une étude d'EFA, ce n'est pas une étude de rythmo. Et je rejoins le professeur Gilles Baron-Rochette tout à l'heure qui parlait d'études d'anesthésie. C'est une étude d'anesthésie de chirurgie.
Et moi, ça m'a parlé parce que en ablation de l'AFA, on peut avoir des complications hémorragiques et on cherche toujours des moyens, bien sûr, les antidotes, des anticoagulants, le geste chirurgical pour traiter le saignement s'il y a une plaie et qu'il faut aller fermer. Mais il y a également d'autres médicaments, et notamment l'acide tranexamique, qui est vraiment un médicament assez simple d'utilisation, qui est pas cher et donc qui est intéressant. Alors là, c'est une étude qui n'a rien à voir avec l'ablation de l'AFA. Ils se sont intéressés à des chirurgies non cardiaques chez des patients qui sont à risque. Hein. C'est des patients qui ont un certain nombre de facteurs de risque, qui ont d'ailleurs une hypertension artérielle, qui ont au moins un traitement antihypertenseur. Alors, ils ont exclu les patients qui ont une fraction d'éjection basse, une insuffisance cardiaque décompensée, les chirurgies cardiaques, les chirurgies neurologiques. C'est essentiellement des chirurgies orthopédiques, d'ailleurs, il me semble, de mémoire. Ils ont exclu les insuffisants rénaux sévères. Et ils ont évalué d'ailleurs, ils ont évalué 2 stratégies. C'est une double randomisation. Donc, quand même, 9000 patients étaient randomisés entre acide tranexamique et placebo. Et 7500 patients étaient randomisés entre une stratégie qui évite l'hypotension et une stratégie qui évite l'hypertension. Alors, pour info, là, les stratégies sur la pression artérielle, je vous donne spoiler, c'est négatif. C'est-à-dire, en gros, il n'y a pas de différence. Que vous utilisez une stratégie à base d'éviter l'hypotension ou d'éviter l'hypertension, c'est négatif. Alors, je vais challenger demain mes collègues anesthésistes de dire, est-ce que vous voulez vraiment arrêter les IEC avant? Parce que finalement, on va se rendre compte que finalement, il n'y a pas trop de bénéfices et ce sera intéressant d'avoir leurs commentaires demain. Alors, l'acide tranexamique, donc finalement, c'est un médicament qui est utilisé, mais pas souvent, hein, qui est utilisé parce qu'il peut jouer sur la coagulation. C'est un antifibrinolytique qui peut être administré au moment de la chirurgie. Donc, il a peu de contre-indications hein, finalement, et donc on pourrait même peut-être nous le recommander. Alors, c'est publié en même temps dans New England, donc je vous mets en exclusivité la figure de New England, et vous voyez que dans le groupe acide tranexamique, vous voyez, c'est largement net, diminution des hémorragies. Diminution des hémorragies sans augmentation. Alors, c'est pas ils avaient prévu une évaluation de non-infériorité sur les événements cardiovasculaires, mais l'événement, c'était pas. On voit bien que les deux courbes sont très proches, mais on ne peut pas dire qu'elles sont non inférieures en termes d'événements cardiovasculaires. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que l'idée, c'est que, alors bien sûr, il n'y a pas de sous-groupe particulier, vous voyez, que ce soit orthopédique ou non orthopédique. Le bénéfice en termes de risque hémorragique, il est du côté de l'acide tranexamique. Et en termes de safety cardiovasculaire, vous voyez qu'il n'y a rien de particulier qui sort en termes de type de chirurgie, de taux d'hémoglobine, de fonction rénale ou de BNP. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était la réflexion qui était tirée dans cette étude et qui était de dire, bon, finalement, suspendre ou pas suspendre les IEC, les ARA2, donc peut-être ça n'a pas beaucoup d'intérêt et que finalement, on devrait réfléchir à cela. Et puis finalement, également, ils disent que s'ils étaient amenés à utiliser cette tranexamique largement pour les chirurgies non cardiaques, vous pouvez imaginer les prothèses de hanche et les chirurgies à risque hémorragique, mais on évalue finalement, ils évaluent rien qu'aux États-Unis, qui pourrait que de manière annuelle, si on prend 300 millions de chirurgies dans le monde annuellement, on pourrait prévenir 30 millions de transfusions. Donc, c'est-à-dire on réduirait le taux de transfusion de 40%. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant pour la pratique. Voilà, donc j'ai l'honneur de clôturer la session qui a duré 1h10. Je remercie encore, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, le soutien de l'Alliance BMS Pfizer, pour le soutien institutionnel au CNCH pour ces différentes activités. On a d'autres surprises qui arriveront au deuxième semestre, hormis nos webinaires. Il y a des surprises intéressantes que je vous invite déjà à suivre. Jeudi, un autre webinar je vous invite également à suivre, parce que celui-là, il est un peu particulier. On l'a fait le mardi. On continue nos webinaires du jeudi. Voilà, on n'aura pas le temps des questions. Je vous remercie, je remercie tous vraiment d'avoir. Je vous remercie déjà l'audience d'être resté. Je n'ai pas vu personne se déconnecter, donc merci encore. Je remercie nos experts d'avoir travaillé, d'être avec nous assez tard. Géraldine qui est encore au bureau. Voilà. Merci à tous et à très très bientôt pour un prochain webinaire. Bye bye. Merci Walid.